Bon, il est midi, je pense que d'autres personnes vont arriver petit à petit. Je vais en profiter pour faire une introduction, euh, le temps que, le temps que les midi pileux et midi pileuses, c'est pas très joli, mais enfin, arrivent. Marie aussi, bonjour Marie. Voilà. Alors, je voulais vous dire aujourd'hui je voulais vous dire bonjour, je voulais vous dire merci d'être là. Je voulais vous dire que c'est la troisième édition du Midi Pile, hein, qui a déjà ses fidèles, donc je les ai salués au passage. Pour mémoire, pour ceux dont c'est la première fois, pour mémoire, tout a commencé en mars avec la lecture d'extraits de Femmes de cabane, roman de Mario Alonso. Et puis en avril, Sylvia Bien-Aimée, ici présente d'ailleurs, a lu un choix de lettres de Camille et de lettres de Paul Claudel. Je vous rappelle que l'idée, c'est de nous offrir une parenthèse, voilà, un petit peu enchantée, j'espère, en tout cas hors du temps, en pleine journée, Non, en pleine semaine, c'est l'idée, avec de la bonne littérature qui fait plaisir. Mais ça n'empêche pas un certain éclectisme, vous le voyez. On fait des bonds dans le temps. Et là, cette fois, nous nous intéressons à un texte qui date d'environ 8 siècles avant notre ère. D'ailleurs, on n'est pas très sûr de l'auteur, donc un texte qui est attribué à Homère. Et pourquoi l'Odyssée et pourquoi l'Homère? Pourquoi Homère, me direz-vous peut-être? En tout cas, la réponse, c'est que on rebondit sur notre actualité éditoriale du moment, pour cette fois, puisque le livre Vive Homère paraît demain, sort demain en librairie. Ce livre est écrit par Tristan Pichard, qui donc, est parmi vous, heureusement. Et Tristan Pichard, qui est un auteur prolifique, un auteur passionné par les mythes, par les contes, par les légendes, en particulier la légende d'ailleurs arthurienne, hein, avec les chevaliers de la table ronde sur lequel il écrit actuellement. Mais Tristan est aussi très calé en mythologie grecque. Et c'est pour ça, c'est ainsi que nous sommes allés le voir pour lui demander d'écrire le Homère auquel il ressemble un petit peu sur un bien. Voilà. Tristan, et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Ella. Tristan, je te laisse maintenant nous conter un épisode très marquant de l'Odyssée que tu as choisi. On se retrouve à la fin. Bonjour les Perluettes. Bonjour le lycée Saint-Vincent. On se retrouve au bout d'un quart d'heure. À tout à l'heure. Voilà, je vous conseille en effet de fermer l'audio, ce que je vais faire moi-même. Et bonne écoute et à dans un quart d'heure alors. Alors bonjour à tous. Donc je vais vous lire un extrait de l'Odyssée du chant numéro 9 qui se passe sur l'île des Cyclopes où vient de débarquer Ulysse et son équipage. Bientôt nous arrivâmes à son antre. Il n'était pas chez lui, car il menait ses gras troupeaux dans les packages. Entrés dans la caverne, nous en fîmes la revue. Les claies ployaient sous les fromages, les étables étaient bondées d'agneaux et de chevreaux. Chaque âge avait sa stalle à part, là les aînés, ici les plus petits, et là les nouveau-nés. Les vases regorgeaient de lait, comme les jappes et les terrines façonnées pour traire. Alors mes compagnons me supplièrent de voler les fromages d'abord et de partir, puis d'emmener en hâte au prompt vaisseau les agnelets et les chevreaux loin de l'étable, et de regagner la saumure. Mais je ne cédais pas. Alors qu'il eût bien mieux valu, car je voulais le voir, et s'il me ferait des cadeaux. Mais mes hommes ne devaient pas bénir son arrivée. Alors on sacrifia. Le feu allumé, puis il mangea des fromages volés et s'assit pour l'attendre à l'intérieur.
Il rentra du package en apportant un lourd fait de bois sec pour faire son souper. Il le laissa tomber dans la caverne, à grand fracas. Effrayés d'un seul bond, nous nous réfugiâmes au fond. Alors, dans l'antre vaste, il fit entrer ses bêtes grasses, celles qu'il devait traire. Il laissa les mâles dehors, béliers et boucs, à l'intérieur de la profonde cour. Puis, soulevant un bloc énorme, il le dressa devant l'entrée. 22 solides chars à 4 roues n'auraient pas pu le soulever du sol. Si lourd était le bloc abrupt qu'il dressa là. Il s'installa pour traire chèvres et brebis bêlantes, en bonne règle, et fit venir sous chacune un petit. Ayant fait aussitôt cailler la moitié du lait blanc, il vint le recueillir au fond de corbeilles tressées et mit l'autre moitié dans des vases pour en avoir quand il voudrait en boire, ou à l'heure de son repas. Il vint rapidement à bout de ses travaux. Il alluma le feu, nous aperçut et nous demanda: Mais qui êtes-vous? D'où venez-vous par les routes humides? Êtes-vous des marchands ou errez-vous à l'aventure, tels les pirates sur les eaux, qui vont rôdant, risquant leur vie en attaquant les nations d'autres langues? À ces mots, notre cœur éclata de nouveau, effrayé par sa voix profonde et par sa grande taille. Néanmoins, je lui dis en guise de réponse: Nous sommes, oui, des Achéens venant de Troie, chassés par tous les vents du ciel sur le grand gouffre de la mer, regagnant nos maisons. D'autres routes, d'autres chemins nous ont conduits ici. Sans doute Zeus l'aura voulu. Et nous nous honorons d'être soldats d'Agamemnon, l'Atride, dont la gloire de nos jours remplit le monde. Si vaste fut la ville qu'il pilla, et si nombreux les guerriers qu'il tua. Nous voici donc à tes genoux, dans l'espoir que tu nous accueilles, et que, de plus, tu nous fasses un don, celui selon la coutume des hôtes. Crains les dieux, bon Seigneur, car nous sommes tes suppliants. Zeus défend l'étranger comme le suppliant. Il est l'hospitalier, l'ami des hôtes respectables. À ces mots, aussitôt, il repartit d'un cœur cruel. Es-tu J'arrive, sot, attends, j'arrive. inconnu, ou viens-tu de fort loin pour m'inviter à craindre, à respecter les dieux? Les Cyclopes n'ont pas souci du portégide, ni des dieux bienheureux. Nous sommes les plus forts, et ce n'est pas la peur de la haine de Zeus qui me ferait vous épargner si je n'y songe. Mais dis-moi, en venant, où laissas-tu ton beau navire? Est-ce à l'extrémité du cap ou près d'ici? Dis-le-moi. Il me tâtait, mais j'en savais trop long pour être dupe, et je lui rétorquai par ce rusé discours. Oh, mon bateau, l'ébranleur des terres l'a brisé, en le jetant sur des écueils, aux confins de votre île, le poussant sur le cap. Le vent du large l'entraîna, mais moi, avec ceci, j'ai vu fuir l'abrupte mort. Je dis. Ce cœur cruel ne me répondit rien, mais sautant sur mes jambes, en étendant les bras, il en prit deux d'un coup, et comme des chiots sur le sol les assomma. La cervelle en gicla, mouilla le sol. Découpé membre à membre, il en fit son souper. Comme un lion né des montagnes, il les mangea, sans rien laisser, entrailles, chairs et os, remplis de moelle. Nous, en pleurant, nous élevions les mains vers Zeus, voyant l'œuvre cruelle de notre courage impuissant. Puis, lorsque le cyclope eut bien rempli sa vaste panse, mangé la chair humaine et bu du lait pur par-dessus, il s'étendit dans l'antre en travers de ses bêtes. C'est alors que je méditais, dans mon cœur généreux, m'approchant, de tirer mon épée le long de ma cuisse et de l'en frapper là où le foie pend sous le diaphragme, en lui palpant l'endroit. Mais une pensée me retint. Même ainsi, nous aurions péri d'abrupte mort, incapables de déplacer avec nos mains l'énorme bloc dont il avait bouché la haute entrée. Nous attendîmes donc, en gémissant, l'aube divine. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, il alluma le feu, s'occupa de traire ses bêtes en bonne règle, et fit venir sous chacune un petit. Il vint rapidement à bout de ses travaux, puis attrapa deux autres de mes gens pour son repas. Quand il eut déjeuné, il fit sortir ses gras troupeaux sans peine, déplaçant la grande porte, puis, en hâte, il la ferma sur nous comme un couvercle de carquois. À grands coups de sifflet, il emmena ses gras troupeaux dans la montagne, et je restai à chercher ma revanche, un châtiment dont Athéna m'offrit la gloire. Or, voici le projet que mon cœur jugea le plus sage. Le cyclope, compte, pardon, le cyclope, contre un enclos, avait laissé un grand gourdin en olivier. Il l'avait coupé vert pour le porter une fois sec. Nous, le voyant, nous l'avions comparé au mât d'un navire noir à 20 rameurs, d'un bateau de transport fait pour franchir le grand abîme. Telle était sa longueur, tel son diamètre apparaissait. Je m'avançai pour en couper la longueur d'une brasse, le passai à mes gens pour leur ordonner de l'écorcer. Ils le polirent avec soin. Je vins en aiguiser la pointe et l'apportai pour la durcir au feu brûlant. Je le dissimulai soigneusement sous le fumier qui par toute la grotte s'amassait en abondance. Ensuite, j'ordonnai à mes gens de tirer au sort celui qui oserait avec moi soulever le pieu et le tourner dans l'œil, quand le doux sommeil le prendrait.
Ceux-là furent choisis que j'aurais désignés moi-même. Ils étaient 4, auxquels je m'adjoignis comme cinquième. Vers le soir, il revint, ramenant ses brebis laineuses, vite dans l'antre vaste. Il fit entrer ses gras troupeaux sans laisser une bête au dehors, dans la cour profonde, soit qu'il se méfiât, soit qu'un dieu le lui eût soufflé. Puis, soulevant l'énorme bloc, il emboucha l'entrée, s'assit pour traire ses brebis et ses chèvres bêlantes en bonne règle, et fit venir sous chacune un petit. Il vint rapidement à bout de ses travaux, puis attrapa 2 autres de mes gens pour son repas. C'est alors que je m'approchai pour lui parler, tenant entre les mains la jatte de vin noir. Tiens, Cyclope, bois ça pour arroser ces chairs humaines, que tu saches quelle boisson notre vaisseau dissimulait. C'était ma libation. Si ta pitié nous avait reconduits, mais ta rage passe les bornes. Malheureux, quel mortel viendrait encore te voir en suppliant maintenant que tu fis cela? Je dis. Il prit la jatte, la vida. Le doux nectar le ravit, à tel point qu'il en redemanda. Allez, sois gentil, donne-moi encore. Et puis, dis-moi ton nom tout de suite, que je te fasse un cadeau qui te plaise. Car la terre du blé pour les cyclopes porte aussi le vin en lourde grappe que grossit la pluie de Zeus. Mais ça, c'est de l'essence d'ambroise et de nectar. Ainsi dit-il, et je lui reversai du vin de feu. 3 fois, je l'en servis, et 3 fois l'impudent le but. Puis, quand le vin lui eut embrumé les esprits, je lui soufflai ces mots aussi doux que du miel. Cyclope, tu t'enquiers de mon illustre nom. Eh bien, je répondrai, mais tu n'oublieras pas le don promis. Je m'appelle Personne. Et Personne est le nom que mes parents et tous mes autres compagnons me donnent. À ces mots aussitôt, il repartit d'un cœur cruel. Eh bien, je mangerai Personne le dernier, et des autres d'abord, voilà le don que je te fais. Alors, tête en arrière, il tomba sur le dos, puis sa grosse nuque fléchit, le souverain dompteur, le sommeil, le gagna, de sa gorge du vin jaillit, et des morceaux de chair humaine. Il rotait, lourd de vin. J'enfouis alors le pieu sous l'abondante cendre pour le chauffer. J'encourageais de mes propos mes compagnons, afin qu'aucun de peur ne défaillît. Mais quand bientôt le pieu d'olivier dans le feu rougeoyant, quoique vert, jeta une lueur terrible, m'approchant, je l'en retirai. Mes compagnons étaient autour de moi. Un dieu nous insufflait un grand courage. Eux s'emparant du pieu d'oliviers acérés, l'enfoncèrent dans l'œil, moi appuyant par en dessous. Je tournais comme on force une poutre dans un bateau. En bas, les aides manient la courroie, qu'ils tiennent aux 2 bouts, cependant que la mèche tourne. Ainsi, tenant dans l'œil le pieu affûté à la flamme, nous tournions, et le sang coulait autour du pieu brûlant. Partout sur la paupière et le sourcil grillait l'ardeur de la prunelle en feu, et ses racines grésillaient. Comme quand le forgeron plonge une grande hache ou une dauloire dans l'eau froide pour la tremper, le métal siffle, et là agit la force du fer. Ainsi son œil sifflait sous l'action du pieu d'olivier. Il poussa un rugissement. La roche en retentit. Nous nous enfuîmes apeurés. Alors il arracha le pieu qu'un sang nombreux salissait de son œil, le jeta loin de lui, de ses mains affolées, et à grands cris héla les cyclopes qui habitaient dans les grottes des alentours, sur les cimes venteuses. En entendant ces cris, ils accoururent de partout, et demeurés dehors lui demandèrent quel mal t'accable, Polyphème, pour que tu cries ainsi dans la céleste nuit, et nous empêches de dormir? Serait-ce qu'un mortel emmène malgré toi tes bêtes? Serait-ce qu'on te tue par la ruse ou la force? Du fond de l'antre, le grand Polyphème répondit. Par ruse et non par force, ami. Mais qui me tue? Personne. En réponse, on lui dit ces paroles ailées. Si tu es seul, et si nul ne te fait violence contre la maladie qui vient de Zeus, on ne peut rien. Implore donc plutôt le seigneur Poséidon ton père. Ils s'éloignèrent sur ces mots, et mon âme riait de les voir abusés par mon nom et par ma personne. Le cyclope, geignant et torturé par la douleur, vint enlever en tâtonnant le bloc d'entrée, puis s'assit dans l'entrée en étendant ses bras, pour nous prendre si nous sortions parmi les bêtes. Il me croyait dans ses entrailles assez sot pour cela, mais je me demandais comment nous en tirer au mieux, cherchant quelques moyens pour mes compagnons et pour moi d'échapper à la mort. J'ourdissais sans tour et sans ruse, car notre vie était en jeu, et le désastre proche. Or, voici le projet que mon cœur jugea le plus sage. Il avait des béliers bien nourris, d'épaisses toisons, beaux et grands, qui portaient une laine foncée. Sans bruit, je les liai avec des osiers bien tressés, sur lesquels le géant sans justice dormait 3 par 3. Celui du milieu porterait l'homme. Les 2 autres le flanqueraient, sauvant mes gens. Ainsi, chaque homme était porté par 3 béliers. Pour moi, il restait un bélier plus beau que tous les autres. Le saisissant au rein, je me glissais sous sa toison, celle du ventre, accroché par les mains à sa laine admirable. Je m'y maintins de toute ma vigueur, patiemment.
Ainsi nous attendîmes, gémissant, l'aube divine. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, les béliers aussitôt bondirent vers le pâturage, les femelles bêlaient, qu'ils n'avaient traite, près des parcs, le pis gonflé, rongé de malignes douleurs. Le cyclope palpait le dos de chaque bête qui passait, mais le sot ne sut pas deviner qui était attaché sous le poitrail laineux des bêtes. Le dernier du troupeau, mon bélier, marchait vers la porte, alourdi par sa laine et par mon poids d'homme rusé. Polyphème le grand le tâta et lui dit: Ah, doux bélier, qu'y a-t-il pour que tu sortes le dernier de l'antre? Jusqu'ici, tu ne restais pas en arrière, mais courais le premier paître les tendres fleurs des prés à grands pas. Le premier, tu atteignais les cours de fleuve. Tu voulais être le premier de retour à l'étable chaque soir. Et te voilà le tout dernier. Pleurerais-tu l'œil de ton maître? Un scélérat me l'a crevé avec ses tristes compagnons, en m'enivrant. Personne qui, crois-moi, n'est pas encore hors de danger. Ah, si tu partageais mes ennuis, et pouvant parler, me souffler, où ce misérable fut ma rage. Alors le crâne ouvert, sa cervelle par la caverne arroserait le sol. Mon cœur s'allégerait un peu du mal que ce pervers de personne m'a fait. Se disant de sa place, il poussait le bélier dehors. Quand la grotte et sa cour ne furent plus tout près, je me dépris d'abord, puis détachai mes compagnons. Nous poussâmes les gras troupeaux aux pattes grêles vite, par 100 détours, jusqu'à rejoindre enfin notre navire. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Merci Merci, Tristan, merci beaucoup. merci. Voilà, c'est assez dépaysant comme apéritif, peut-être un peu gore, mais j'espère que ça vous a fait plaisir. Très Pour bien. conclure notre séance, à moins que vous ayez des choses à nous dire, prenez la parole, hein, c'est tout à fait possible. Je voulais vous donner deux infos. Déjà qu'on vous donne rendez-vous pour un quatrième midi pile le 24 juin. Il s'agira d'une lecture par l'auteur Patrick Varetz de son roman, des extraits de son roman Le canevas sans visage, publié chez Court Toujours et qui est un puissant portrait, qui est aussi un puissant portrait de femme, hein. Et puis, je voulais vous dire que vous êtes tous invités, en vrai, à la journée porte ouverte de Cours Toujours, qui a lieu cette année le 15 juin. C'est un dimanche. C'est une journée entière à partir de 11 heures où j'espère que ce sera joyeux, j'espère qu'il fera beau. Il y aura des coulisses de l'édition, il y aura des auteurs qui vont venir aussi faire des lectures, j'espère sous mon grand marronnier. Et je vous attends, vous pouvez me dire si vous pouvez venir ou pas, et je vous donnerai des détails s'il le faut. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut parler? Alors, on va se quitter. Je vous remercie vraiment très sincèrement. À bientôt alors. Au À revoir bientôt. et Merci. aussi bonjour à ceux que j'ai pas pu saluer au passage, hein. Voilà.